Est-ce que le fait de devenir entrepreneur, c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous? Alors pas du tout. La corruption et tout ça est une réalité. Il faut savoir dealer avec ça. C'est pour ça que je dis, quand on aime les choses, que ce soit bien carré, bien clair et tout ça, c'est un peu comme it's a rumble in the jungle un peu. Après, les grands contributeurs sur le budget de l'État sont les grandes sociétés, que ce soit sur le secteur minier, évidemment, les téléphonies, les brassicoles. Et si vous prenez toutes ces sociétés, je vous mets au défi d'en trouver une seule qui est congolaise. Est-ce que le fait de devenir entrepreneur, c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous? Est-ce que vous étiez dit déjà avant, ok, je sais pas quand, mais je vais le faire? Alors pas du tout. Pas du tout. Hier justement, j'étais à une émission télé sur l'entrepreneuriat et puis en repartant avec une des personnes qui était invitée, on parlait. Moi, le mot entrepreneuriat, je connaissais pas. Enfin, on m'en a parlé, tu es un entrepreneur. Au moins un entrepreneur, c'était quelqu'un qui était dans la construction, qui faisait un architecte ou quoi. Ça, pour moi, c'était un entrepreneur. Donc, moi, comme je disais, voilà, je suis un dealer de vitamines. C'est autre chose. On s'est lancé sur un constat et puis on a commencé à se dire, mon frère qui était venu voir mon père pendant un moment et puis n'ayant pas grand chose à faire, il a dit ok, je vais répliquer ce que j'ai compris, parce que j'ai appris lors de mes jobs d'étudiant et tout, et puis elle a un peu toqué à gauche à droite dans différents restos, faire des tests, et très vite le lendemain on l'appelait en disant oui non c'était très bon, je veux en commander pour mon restaurant et tout, puis on a dit il y avait un manque, on rentre dans un supermarché, trouver des rayons entiers de jus de fruits, pas un seul n'était produit en RDC. Donc quand on était petit à l'Est, il y avait à l'époque du Zaïre ce qu'on appelait les jus de jus, donc c'était des jus qui étaient produits localement, et donc aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai l'impression d'avoir eu du jus de maracuja dans mon biberon par exemple. Et c'était tout d'un coup en se disant mais bon voilà, il y a des fruits qui pourrissent sur place et tout ça, les gens consomment des jus de fruits mais on n'a pas localement. On dit bon voilà, il y a un manque, quelque chose, on va le faire. Et c'était, moi je suis à l'époque, je travaillais en Belgique, j'ai pris une pause carrière, c'est quand même magnifique, je disais aux gens ici, ouais non, moi je suis là pour un an, mais je reçois quand même une partie de mon salaire et tout. Ça c'est les avantages de l'Europe, il y a des belles choses. Évidemment, il faut absolument pas occulter ça, et puis alors, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat, tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde ne peut pas être entrepreneur non plus, donc il y a des gens qui aiment bien leur sécurité, et puis des fois, l'entrepreneuriat c'est un chemin... C'est pas facile, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, mais je vais chercher un boulot dans une banque. Qu'est-ce que je fais là? Et je vais travailler de X à X, avoir mes congés et pas rentrer à la maison et pas dormir parce que je stresse de ceci, de cela. Voilà, c'est de savoir un peu, c'est un chemin qui est long. Après, rien n'est facile, mais si on a bien un peu ce confort et cette routine et tout ça, et il n'y a aucun problème par rapport à ça, il faut faire ces choix. Après, il y a beaucoup de boulot aussi, de demandes dans des jobs d'employés, quelque part, au cadre, ou quoi que ce soit. Ça existe et il y a des demandes, donc il y a ces opportunités-là. L'entrepreneuriat en Afrique, beaucoup d'opportunités. Si je prends un peu l'exemple, le fait nous on a commencé à faire des jus et commencé à les vendre, même avant d'être officiel, structuré et tout ça, ce qui est en Europe n'aurait pas été le cas. Pas possible. Impossible. Là, on attend d'essayer, voilà, et tout ça, de se lancer, de voir. Après, dans le sens inverse, une fois qu'on commence à se formaliser, à structurer, les choses deviennent de plus en plus compliquées. D'accord. Il y a beaucoup de tracasseries au niveau étatique parce que les choses ne sont pas claires, sont toujours un peu floutées, et ce qui apporte évidemment beaucoup de dérives et de la corruption et tout ça est une réalité. Il faut savoir dealer avec ça. C'est pour ça que je dis, quand on aime les choses, que ce soit bien carré, bien clair et tout ça, c'est un peu comme it's a rumble in the jungle un peu, tu vois, il faut être un peu 4x4, passer un peu à ce côté aventurier. Si vous avez ça et un peu de débrouillardise, un peu de tchatch, et là ça va aller. Mais si vous aimez de l'ordre et que les choses soient claires de A à Z, c'est pas ça ici. Bon, alors peut-être sur d'autres cieux, en Afrique, peut-être des pays, des anciennes colonies anglaises, et tout ce qui est pays anglophone est déjà de manière générale un peu plus structuré à ce niveau-là. Mais bon, il faut avoir cette volonté évidemment d'aller. Il y a beaucoup
de bonnes choses qui sont créées. Par exemple, créer une entreprise ici en RDC, on a ce qu'on appelle le guichet unique, qui est très très bien, et ce sont des choses évidemment à saluer et à mettre en avant, où on peut arriver à créer sa société en 48 à 72 heures de manière très rapide. Mais alors, une des problématiques que moi je mettrais en avant, c'est que ce genre, par exemple, j'irai au guichet unique, je dirais voilà, je veux me lancer dans la transformation agroalimentaire, je fais des jus de fruits, tout ça. Quelles sont les taxes que je suis censé payer? Quels sont les services à qui je suis redevable? Ben, ces informations, on les a pas. On les a pas. Et donc là, évidemment, ça laisse la porte ouverte à toute interprétation sur un texte de loi. Voilà, le texte de loi, c'est toujours interprété. Oui, et alors, les gens qui viennent, ils disent ah, ouais, non, ça fait 4 ans que vous n'avez pas payé cette taxe, vous êtes redevable et tout. Donc il y a autant d'arriérés, de pourcentage, telle taxe, ça fait. Et le gars te propose, te donne un montant astronomique. Où tu te dis, je vais fermer ma boîte. Et puis il te dit, mais non, mais t'inquiète pas, tout ça, pas de déco, on est des frères, on va s'entendre, tout ça, là. Et là, on le fait que, bon, voilà, on va faire ci, on va faire ça, mais il faut me motiver. Et ce sont des réalités. Ce sont des réalités, il ne faut pas l'occulter. Moi, souvent, j'ai pas peur de le dire, je trouve qu'ici en RDC, on fait face à un État qui est prédateur, qui est assez compliqué. Et il y a beaucoup de programmes qui disent aux gens, oui, sortez de l'informel, venez vous formaliser. Beaucoup de gens ne veulent pas. Et je peux le comprendre, parce qu'ils se disent, bon voilà, toutes les tracasseries qu'on s'attend, faut se rendre à l'évidence qu'un pays immense comme la RDC, avec plus de 80 millions d'habitants, l'État marche grâce au secteur économique, grâce aux sociétés. Il n'y a pas d'impôt des personnes, X, Y individus ne payent pas d'impôt. C'est-à-dire que ce sont les opérateurs économiques qui supportent le fonctionnement de l'État. Et les sociétés, on a de moins en moins de sociétés. Après, les grands contributeurs sur le budget de l'État sont les grandes sociétés, que ce soit sur le secteur minier, évidemment, les téléphonies, les brassicoles. Et si vous prenez toutes ces sociétés, je vous mets au défi d'en trouver une seule qui est congolaise. C'est malheureux à dire, mais c'est une vérité. Il n'y en a pas. Alors maintenant, quand on a, et il y en a de plus en plus de gens qui viennent et qui créent leur société étant congolais, comment est-ce qu'on les aide et qu'on ne les asphyxie pas d'entrée de jeu? Après, il y a des organismes qui sont mis en place. Il y a le Fonds de la promotion à l'industrie, il y a l'ANAPI avec des exonérations de taxes au début et tout ça qui sont mises en place. Il y a des organismes, il y a beaucoup de choses de positives qui sont mises en place. Il y a la FOGEC aujourd'hui. Mais alors après, dans la théorie, dans la pratique, c'est là il y a des différences. Par exemple, voilà, le Fonds de promotion à l'industrie, bon, j'y vais franco, j'ai pas peur de le dire, et je pense que c'est important, surtout dans ce genre de programme, et de bien prévenir les gens. Nous, on avait été approchés par des gens, on peut vous rentrer des dossiers, on peut vous aider, on peut arriver à soulever $1 million, 600, 700 000 $, et tout ça. Mais tu fais comprendre, mais il faut ma rétro-commission, par exemple, de entre 50 et 100 000 $. Ok? Mais cet argent, c'est l'argent que toi tu empruntes, et que tu vas devoir rembourser. L'argent que lui a mis dans sa poche, tu dois rembourser. Donc, c'est pas facile. Il y a des qui sont là, mais qui concrètement. Mais dans la mise en application, voilà, c'est un peu malheureux, mais je pense qu'on a vraiment un peu cette culture encore très fort ancrée comment dire, quand ça la back-up, tu vois, les business et tout ça, un peu toujours chercher la facilité, non, ça je vais faire un coup ici pour bon, ça se passe dans tous les cieux, ça se passe, la corruption elle existe partout et tout ça, et peut-être que même ici je préfère en fait le fait qu'elle soit moins cachée, que ça soit moins hypocrite, on sait où on va, que on sait très bien si je prends l'exemple de la Belgique, les 1001 scandales qui sont apparus à gauche, à droite et tout ça, donc ça existe partout. Il ne faut pas dire oui, non, mais l'Afrique c'est la corruption, tout ça, la corruption est là dans le monde entier. Mais après, voilà, on y est peut-être plus frontalement confronté, un peu plus à tous les niveaux. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a un peu cette culture de toujours un peu tendre la main à tout le monde. Après, il y a des gens évidemment qui n'ont pas de moyens. La misère, elle est présente dès qu'on sort dans la rue. Les enfants des rues sont toutes des réalités, c'est toutes des choses aussi qu'il faut savoir vivre avec. C'est pas facile pour des gens peut-être qui ont des sensibilités accrues et qui ne savent pas dire non. Ben,
c'est peut-être pas le meilleur endroit pour venir non plus. Enfin bon, Après, faut venir, hein. Faut venir, faut tester, il faut venir passer du temps, prendre un peu de temps. Enfin, si ça vous titille et si ça vous intéresse. Oui. Pas trop idéalisé, pas trop non plus diabolisé. Ouais. Il y a un juste milieu. Et la meilleure des choses, c'est de venir passer du temps, de voir un peu quelle est la réalité du pays. Une chose que ma soeur disait, pour rebondir un peu, c'est que elle n'était même pas énervée en fait quand les gens essayaient un peu de demander, parce qu'elle se dit, elle a conscience du fait que cette personne en fait, elle a peut-être pas son salaire, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois qu'elle n'est pas payée. Exactement. Et elle comprenait ça, et donc bon, en fonction de ce qu'elle avait, elle donnait, mais c'est quelque chose qui ne l'énervait même pas en fait. Au bout du compte, elle se dit, j'ai conscience qu'il n'a peut-être rien, il n'a que ça. Sinon, est-ce qu'il est payé, est-ce qu'il sera payé, on ne sait pas. Il y a des gens qui ne sont pas payés pendant 6 mois. Ouais, non, oui, et même plus. Ouais. C'est des réalités. Si on prend l'exemple de la police routière, ce qu'on appelle les roulages aujourd'hui, qui ont le salaire qu'ils ont, qui est loin d'être mirobolant, quand ils sont payés. Donc quelque part, il y a aussi de manière insidieuse le fait qu'on leur dise, va chercher chez l'autre sur le chemin. Bon, après toi, quand tu es usager de la route, tu n'es pas en tort et qu'on vient et qu'on t'arrête et puis que... Alors voilà, je pense que tout le monde qui va arriver ici va le connaître. Nous, au début, ça nous est arrivé des tas de fois. Il y a un moment où tu dis stop, parce que tu peux pas. Donc, et tu commences, elle s'est écrasée presque. J'ai un ami qui était venu de la Belgique et tout. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il hallucinait. Je dis, la réalité est autre. Voilà, c'est... Bon, après, ça fait beaucoup de souvenirs, beaucoup d'aventures, beaucoup de choses à raconter. Oui. C'est aussi marrant après quand on y repense, c'est à raconter à nos amis, à nos enfants. Non, c'est une aventure. Hein. C'est une aventure. Je pense que le chemin entrepreneurial, le chemin de bouger, que ce soit que vous quittez l'Europe pour l'Australie, enfin bon, ce sont toujours des aventures. C'est des aventures humaines et qui vont vous apporter où que ce soit. Après, voilà, bon, je pense que c'est beaucoup de gens de la diaspora qui vont voir. On a ce lien maternel, terrestre, parfois spirituel pour les gens qui sont nés directement en Belgique, mais qui sont dans des familles africaines et tout ça. Donc il y a cette origine quelque part. Bon, il y a cette phrase qui dit, je suis pas né en Afrique, mais l'Afrique est née en moi, peut-être à ce niveau-là. C'est certaines personnes qui en ont parlé. Et puis même parfois des personnes qui n'ont pas spécialement de lien direct, mais qui sont attirées par l'Afrique. Moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours pas fait, de partir en Australie. Parce que c'est le bout du monde et tout, et ça me fait rêver. Donc voilà, c'est important d'avoir des rêves et puis d'essayer de les réaliser.